Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Nous sommes en direct de Washington et on commence par les titres. Plus de 6 millions d'électeurs malawites votaient ce mardi, notamment pour la présidentielle, où le mandat de Peter Mutharika est en jeu. La fronde sociale se durcit au Burkina Faso. Des travailleurs des secteurs de la santé et des transports sont en grève. Le gouvernement tente de faire baisser la tension. Y a-t-il une crise constitutionnelle aux États-Unis? La lutte autour du contrôle que le Congrès américain devrait avoir sur la Maison-Blanche a déclenché un débat sur l'équilibre des pouvoirs. Bonsoir. Qui sera le prochain président du Malawi? Ce mardi, quelques 6,8 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes pour une élection qui s'annonce serrée. 7 candidats sont en lice pour cette présidentielle, mais selon les observateurs, le scrutin se joue entre le sortant, Peter Mutharika, en quête d'un second mandat, et 2 sérieux adversaires, son vice-président Saulos Chilima et le chef de l'opposition Lazarus Chakwera. Ces derniers ont fait de la lutte contre la corruption leur thème de prédilection dans ce pays très pauvre. Lors de sa campagne, Peter Mutharika a défendu son bilan, mettant en avant l'amélioration des infrastructures, en particulier des routes, dans un pays où la moitié des habitants vit sous le seuil de pauvreté. Les Malawites devaient par ailleurs renouveler leurs députés et conseillers locaux. Voyons tout cela dans cet élément d'Arzuma Compaoré. Partout au Malawi, les électeurs se sont rendus aux urnes mardi pour choisir un nouveau président et un nouveau parlement. Pour le président Peter Mutharika, candidat à un second mandat et critiqué pour corruption et favoritisme, la participation est essentielle. Dans une démocratie, il est très important que les citoyens votent. C'est une responsabilité très importante. Cela montre que les gens ont du pouvoir et qu'en fin de compte, c'est eux qui vont décider qui dirigera ce pays. Il fait face à un défi de taille. Chakwera, chef du principal parti d'opposition, le Parti du Congrès du Malawi, qui s'est placé en 2e position lors de la dernière élection en 2014. Je pense que nous avons organisé une formidable campagne, très différente de tous les autres partis. Nous sommes optimistes quant aux résultats. Au bout du compte, nous devons faire confiance à notre système démocratique et à la commission électorale malawite qui fera ce qui s'impose. L'autre adversaire de taille de Mutharika, Chilima, a quitté le parti au pouvoir l'année dernière pour former le mouvement uni de transformation, tout en restant vice-président. Il a fait de la jeunesse son audience principale en faisant des pompes sur scène pendant la campagne, tandis que son épouse publiait une vidéo populaire de rap vantant ses qualités de président. Il y a certaines choses, comme je l'ai souvent dit, qui ne sont pas correctes. Ce pays mérite mieux. Nous sommes en paix depuis 54 ans et nous méritons une économie bien meilleure et un peuple plus heureux. Les analystes s'attendent à un résultat serré entre les 3 candidats. Lamek Massina, notre correspondant au Malawi, a également participé à la réalisation de cet élément. Au Soudan, la colère est loin d'être retombée. Les chefs de la contestation annoncent ce mardi leur intention d'organiser à une date indéterminée une grève générale après l'impasse dans les négociations avec les militaires au pouvoir sur la transition politique. Afin de parvenir pleinement à la victoire, nous appelons à une grande participation à une grève politique générale, fait savoir dans un communiqué l'Association des professionnels soudanais. La date de cette grève n'a pas été fixée. Les discussions de lundi soir n'ont pas abouti à un accord sur la présidence et le taux de représentation entre civils et militaires au sein du futur Conseil souverain. C'est ce conseil qui est censé assurer la transition plus d'un mois après le renversement de l'ex-président Omar el-Béchir. Au Zimbabwe, 4 militants des droits de l'homme ont été interpellés à leur retour au pays et leurs téléphones et ordinateurs confisqués
Selon leur avocat, ces interpellations interviennent quelques jours après la publication d'un article dans le journal d'État The Herald affirmant qu'un groupe d'organisations en lien avec le parti d'opposition MDC se préparait à causer des troubles civils le mois prochain. L'ONG Coalition de la crise au Zimbabwe a dénoncé ces arrestations. Au Burkina Faso, la fronde sociale se durcit. Des travailleurs de la santé, des infirmiers, des médecins, le secteur des transports, tous sont en grève et c'est en ce moment que se tient la rencontre gouvernement-syndicat. Une rencontre qui vise à faire baisser la tension. De Ouagadougou, le reportage de notre correspondant Lamine Traoré. À Ouagadougou, la bourse du travail ne se désemplit jamais, tant il y a des grèves. Ici, le gouvernement est en pourparlers avec les syndicats. Une rencontre qui ne s'était pas tenue depuis 2017. Les syndicats estiment que le gouvernement ne joue pas franc jeu, et ce, malgré l'installation d'un haut conseil du dialogue social. Les travailleurs ne sont pas satisfaits, il y a des grèves par-ci, par-là, et le haut conseil de dialogue qu'ils ont bien voulu installer, c'est une bonne chose. Mais si les engagements que le dialogue social, le haut conseil du dialogue social va amener à prendre avec eux et les travailleurs ne sont pas aussi respectés, mais je vous dis que le haut conseil du dialogue social mourra de sa propre mort. Le gouvernement, lui, préfère jouer la carte de l'apaisement. Les syndicats sont dans leurs droits et comme vous le savez, la Constitution consacre le droit de grève à l'ensemble des formations syndicales, les partenaires sociaux. Maintenant, ce que nous disons, c'est que nous ouvrons cette rencontre-là dans une situation qui est extrêmement difficile pour tout le monde, pour l'ensemble du pays. Ce n'est pas simplement difficile pour le gouvernement, c'est aussi difficile pour les travailleurs. Cette rencontre entre le gouvernement et les syndicats se tient au moment où la fronde sociale est véritablement en ébullition. Le secteur de la santé est entré en grève pour les 4 prochains jours. Une grève sans service minimum. Seuls les stagiaires, les retraités et autres volontaires s'occuperont des patients. La rencontre entre le gouvernement et les syndicats s'achève le 26 mai prochain. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. La République centrafricaine renforce les rangs de son armée. Elle a commencé un processus de recrutement de masse pour alimenter les effectifs de ses forces armées. Ce recrutement entre dans le cadre de la réforme de la défense et des forces de sécurité intérieure suite à l'accord de paix signé le 6 avril dernier entre 14 groupes armés et le pouvoir. Yacouba Ouedraogo. Assis ou debout, dossier en main, ils sont tous candidats au recrutement de masse des forces armées centrafricaines. Les motivations diffèrent selon les candidats. En se faisant enrôler, Pademona Rumaberne veut répondre à l'appel de son pays. Je veux rentrer dans le FACA parce que c'est un recrutement de masse. Le gouvernement, notre pays, notre État nous a besoin et c'est par rapport à ça que je prends l'engagement de rentrer dans le FACA. D'après les Nations Unies, le conflit qui a éclaté en 2013 en République centrafricaine a déraciné plus d'1 million de personnes. Ronika Modepo n'en peut plus de voir ses proches souffrir de cette crise. Je vais rentrer dans les FACA pour protéger ma population et ma famille aussi. L'exercice a été mené par le ministère de la Défense avec le soutien de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, MINUSCA. Sur plus de 15 000 candidats, 1023 ont été retenus pour rejoindre les forces armées centrafricaines. Tous sont passés par 3 filtres médicaux. D'abord, il y a des prélèvements sanguins, des tests de sang. Après, il y a ce qu'on appelle la biométrie, dans tout ce qui est mesure de taille, poids, vision et tout. Et après, la dernière phase, c'est la visite corporelle. Les candidats jugés aptes viendront grossir les rangs des FACA et donner un espoir de réussite à l'accord de paix et de réconciliation signé en février dernier et qui prévoit, entre autres, le redéploiement de l'armée régulière sur l'ensemble du territoire national. Ici aux États-Unis, le bras de fer entre le président Donald Trump et les parlementaires démocrates se durcit. La Maison-Blanche a ordonné à son ancien conseiller juridique de ne pas répondre à une convocation du Congrès. Les démocrates, qui contrôlent la Chambre des représentants, multiplient les enquêtes depuis le début de cette année. Trump s'est dit victime d'un harcèlement. Hier, le ministère de la Justice s'est prononcé dans ce conflit
pour la première fois, assurant que les conseillers présidentiels ne sont pas tenus de témoigner devant le Congrès en raison de la séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs. L'ancien avocat de la Maison-Blanche, Don McGahn, convoqué aujourd'hui au Capitole au sujet de l'enquête russe, ne s'est donc pas présenté. Autre rebondissement de cette saga, un juge fédéral a autorisé la Chambre hier à avoir accès aux informations sur la fortune personnelle et l'empire financier de Donald Trump avant son élection. Restons aux États-Unis. Y a-t-il une crise constitutionnelle ici? Eh bien, le refus de l'administration Trump de fournir des informations supplémentaires et des témoignages concernant le rapport du procureur spécial Robert Mueller a plongé le pays dans une crise constitutionnelle, justement, si l'on en croit les législateurs démocrates. La lutte autour du contrôle que le Congrès américain devrait avoir sur la Maison-Blanche a déclenché un débat sur l'équilibre des pouvoirs. Catherine Gibson s'est rendue au Capitole pour en savoir davantage. Voici son reportage que nous présente ici Irénée Herman-Ungbo. Le Congrès contrôle les actions de la Maison-Blanche, provoquant parfois une confrontation entre les deux organes. L'administration a décidé de ne pas honorer son serment. Selon le législateur démocrate, une confrontation au sujet du contrôle exercé par le Congrès a dépassé les limites et suscite un grand débat. Mais la Constitution américaine est vague en ce qui concerne l'équilibre des pouvoirs entre les branches du gouvernement, provoquant des interrogations au sein des électeurs. Il y a une sorte de crise à coup sûr. Je ne peux pas dire exactement si nous pouvons la qualifier de crise constitutionnelle. Trump a déjà testé les limites du pouvoir présidentiel en déclarant une urgence nationale suite au refus du Congrès de financer la construction d'un mur à la frontière mexicaine. Une responsabilité que le président, avec le soutien de son parti, fait porter aux démocrates. La seule crise que nous avons est cette majorité au Congrès. Selon un récent sondage de l'université Quinnipiac, 66% des électeurs américains pensent que les élus démocrates ne pourront pas destituer le président. Ils font beaucoup de bruit pour rien. Personnellement, je pense que quand quiconque au pouvoir hurle fort à propos de l'autre côté, il faut savoir que c'est d'abord venu d'un autre côté avant d'atteindre l'autre côté. Le système de gouvernement mis en place par la Constitution a déjà été remis en cause lorsque Richard Nixon a démissionné plutôt que d'être condamné pour crimes et délits graves et au début de la confrontation entre États libres et propriétaires d'esclaves qui a déclenché la guerre civile. Pour ce attrait au mandat contraignant contre l'administration Trump, des universitaires estiment que le Congrès dispose d'une large autorité. Et puis, tension entre Washington et Téhéran, l'action des États-Unis qui ont renforcé leur présence militaire dans le Golfe a permis d'écarter le risque d'attaque contre des Américains de la part de l'Iran. C'est ce que déclare ce mardi le ministre américain de la Défense, Patrick Shanahan. Le patron du Pentagone et le général Joe Dunford, chef d'état-major américain interarmé, doivent informer les parlementaires du Congrès à huis clos aujourd'hui sur les tensions actuelles entre les États-Unis et l'Iran. M. Shanahan a souligné le sérieux des renseignements invoqués par l'administration Trump pour justifier l'envoi dans la région du Golfe arabo-persique, notamment d'un porte-avions pour faire face à de présumées menaces de la République islamique. Et puis le Programme alimentaire mondial prévient qu'il pourrait être amené à suspendre la distribution de l'aide alimentaire dans les zones du Yémen contrôlées par les rebelles houthis si le groupe n'arrête pas d'entraver ses travaux. Dans un communiqué, l'Agence alimentaire des Nations Unies a appelé les dirigeants yéménites à contrôler les houthis. Pour Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, cette suspension progressive des opérations du PAM n'interviendra qu'en dernier recours et l'agence fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les plus faibles et les plus vulnérables, en particulier les enfants, ne souffrent pas. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui en direct de Washington. Voici les titres de cette seconde partie de votre journal. Dans ce journal, les bienfaits de l'électricité au Togo. Nous irons dans un village où les habitants jouissent désormais d'une meilleure qualité de vie. Son amour pour l'Afrique n'a d'égal que son talent artistique. Lui, c'est Lewis Flanders, un Américain séduit par l'Afrique, une Afrique qu'il expose. En sport, nous sommes à un mois jour pour jour de la CAN Égypte 2019 et la Côte d'Ivoire a dévoilé son programme de préparation. De Côte d'Ivoire, parlons-en. Devenir d'ici à 2025 la 5e destination touristique africaine et peser 12% du PIB, soit environ 300 milliards de francs. C'est l'ambition que se fixe la Côte d'Ivoire, si l'on en croit Siandou Fofana, son ministre du Tourisme, qui l'a déclaré hier en lançant l'opération Sublime Côte d'Ivoire. Cet ambitieux programme coûtera près de 3 milliards 200 millions de francs CFA et qui vise à développer le tourisme étranger. Siandou Fofana indique en outre que ce projet permettra de créer quelques 365 000 emplois contre 270 000 générés en 2016. Le gouvernement ivoirien souligne que l'accent sera notamment mis sur la ville de San Pedro, du fait, entre autres, de ses belles plages. Plus de 480 milliards de francs CFA seront consacrés à la réalisation d'infrastructures hôtelières dans cette région, selon le ministre ivoirien du Tourisme. Du tourisme en Côte d'Ivoire, parlons d'électricité. Au Togo, la société d'énergie solaire Bibox utilise la méthode d'alimentation hors réseau pour fournir de l'énergie électrique à toute une communauté au Togo. Elle le fait en collaboration avec EDF, Électricité de France, afin d'alimenter gratuitement tout le village de Sipke Afidegnon. Conséquence, les habitants de la région témoignent désormais d'une meilleure qualité de vie et d'une augmentation considérable de leur productivité. Bibox entend installer la même technologie dans toutes les communautés africaines. Les précisions avec Irénée Herman Umbo. Abla Ogodo faisait 10 km à pied pour aller chercher de l'eau pour sa famille. Aujourd'hui, elle n'a plus besoin d'aller si loin pour s'offrir de l'eau potable. Nous avons maintenant de l'électricité pour alimenter la pompe. Avant, aller chercher de l'eau était une vraie corvée. Nous passions toute la journée à aller chercher de l'eau. Maintenant, nous avons de l'eau quand nous le voulons. Nous sommes libres maintenant. Bibox est une société d'électricité basée au Royaume-Uni. En partenariat avec le groupe français EDF, elle alimente entièrement le village de Sikpe Afidegnon en énergie solaire, une réalité qui change les habitudes dans cette région où l'électricité était produite par des générateurs bruyants qui fonctionnaient grâce au mazout, un carburant qui pollue l'environnement. Nous vivons un grand changement dans le village depuis que Bibox a installé la centrale solaire. On avait beaucoup de difficultés avec l'ancien moulin du village. Ça marchait difficilement, il fallait toujours moudre le maïs à 3 ou 4 reprises avant d'avoir une bonne farine. Mais avec Bibox, tout est facile maintenant et moudre le maïs n'est plus une corvée. La vie a changé au village, c'est très bon, je suis content. Avant, ceux qui avaient plus de moyens utilisaient un petit groupe électrogène pour le travail. Et quand ça fonctionnait, on gérait avec parcimonie. Maintenant, l'électricité est disponible à toute l'heure. Sikpe Afidegnon est le premier village togolais à bénéficier du nouveau système hors réseau de Bibox, un système que la société souhaite étendre dans tout le Togo. Énergie toujours, mais cette fois au Zimbabwe, où les prix des carburants ont augmenté mardi de près de 50%, seulement 5 mois après une précédente hausse qui avait suscité de violentes émeutes dans un pays en pleine crise. Cette augmentation intervient au lendemain de la décision de la Banque centrale zimbabwéenne de supprimer une forme de subvention qu'elle accordait aux sociétés locales pour acheter du pétrole sur le marché international.
Le Zimbabwe traverse depuis des années une grave crise financière marquée par une forte inflation et un manque criant de devises étrangères qui étrangle son économie. Restons au Zimbabwe. L'économie de ce pays, on le disait, est enlisée dans d'énormes difficultés avec le secteur agricole qui souffre toujours de la réforme agraire de l'ancien président Robert Mugabe. La semaine dernière, les agriculteurs ont manifesté leur frustration à Chimboyi, ville natale de Mugabe, où la ZANU-PF au pouvoir reste très populaire. Notre correspondant Columbus Mavunga s'est rendu sur place. Le récit de son reportage avec Lundiaï. Chinhoyi est à quelques 120 km au nord-ouest de Harare. C'est une ville acquise à la ZANU-PF. Des agriculteurs y ont ouvertement exprimé leur colère. Doug Tyler Frimé, ancien leader du syndicat des fermiers blancs du Zimbabwe, était l'un de leurs porte-parole. Quand le président est arrivé au pouvoir, il a lancé un appel à toutes les institutions financières pour qu'elles viennent investir. Il n'avait pas besoin de faire le tour du monde pour chercher de l'argent. C'est ici, nous avons juste besoin de la bonne documentation pour mettre en place une bonne sécurisation. Et je vous promets qu'en une nuit, il y aura un grand changement. Parlant de documentation, Frimé fait référence à l'octroi des titres fonciers aux fermiers. La plupart des fermiers blancs ont été expropriés dans les années 2000 pour être remplacés par des agriculteurs noirs. Ces nouveaux fermiers n'ont aucune garantie de pouvoir rester sur leurs terres et n'ont aucune assurance pour emprunter de l'argent dans les banques. Sans ces garanties, selon Doug Taylor Frimé, les fermes ne peuvent être rentables. Pour sa part, le fermier Ronnie Masango, qui cultive du tabac, pointe du doigt le manque chronique de liquidités dans le pays et demande aux banques de préserver la valeur de la monnaie. On nous a dit que le blanchiment d'argent est passible d'une peine de 10 ans de prison. Cette loi n'est-elle pas encore en place? Nous voulons de l'argent dans les banques, pas dans les rues. Le marché noir est la source de nos problèmes. C'est là où commence la corruption. Le gouvernement appelle à la patience alors que sont mises en œuvre ce que le président Mnangagwa appelle des mesures d'austérité pour la prospérité. Celles-ci visent, selon lui, à réparer les dégâts des années de récession durant les 38 ans de pouvoir de l'ancien président Robert Mugabe. Le marché noir n'est pas créé par la Banque centrale, mais par les pénuries. Nous avons besoin de mesures d'austérité et dès l'instant où notre production sera en hausse, cela fera disparaître le marché noir. Nous devons reconnaître l'absence de développement au cours des 20 dernières années. Il reste à savoir si la Banque centrale zimbabwéenne est capable d'assurer la stabilité économique. Et Yacouba Ouedraogo nous a rejoint pour les sports. Yacouba, bonsoir. La Côte d'Ivoire affûte ses armes pour la CAN 2019. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Effectivement, vous le disiez en titre, nous sommes à un mois jour pour jour de la CAN 2019 et la Côte d'Ivoire a dévoilé son programme de préparation. Le sélectionneur Ibrahim Kamara a prévu 2 stages et 3 matchs amicaux pour son groupe. Le premier stage débutera le 31 mai pour s'achever le 8 juin avec un match amical contre la Gambie, le 7 juin à Amiens en France donc, puis cap sur Abu Dhabi et les Émirats arabes unis à partir du 10 juin pour le second stage qui sera marqué par 2 matchs amicaux, un contre l'Ouganda le 14 juin et un autre face à la Libye 4 jours plus tard. Le sélectionneur annoncera une présélection le 31 mai pour le premier stage, après le premier stage du genre et à l'issue du match contre la Gambie. Les 23 retenus pour l'Égypte seront dévoilés et pour rappel, la Côte d'Ivoire partage le même groupe que le Maroc, l'Afrique du Sud et la Namibie. Lui ne sera pas à la CAN. Le Ghanéen Asamoah Gyan a pris sa retraite internationale. L'attaquant de Kayserispor évoque plusieurs raisons, dont celle du capitanat. Et d'après de nombreuses publications au Ghana, Kwesi Appiah, le sélectionneur, s'apprêtait à retirer le titre de capitaine à Gyan
au profit d'André Ayou en Égypte. Je suis dans cette équipe depuis 2003 et j'ai joué avec certains membres de l'encadrement qui sont mes aînés. Si la décision du coach est de confier le brassard à un autre joueur alors que je fais toujours partie de l'équipe, alors je me retire personnellement, a écrit le recordman de buts avec les Black Stars. Asamoah Gyan est aussi, disons, le seul joueur ghanéen à avoir inscrit au moins un but lors de ses 6 participations à la CAN et reste le meilleur buteur africain en Coupe du Monde. Et pour finir, ils y seront pour la 5e fois consécutive. Ici, en NBA, nous parlons de basketball, vous l'aurez compris. Le double champion en titre s'est qualifié pour sa 5e finale de suite en s'imposant 119-117 après prolongation à Portland. Les Warriors ont remporté la finale de la conférence Ouest 4-0 face aux Blazers. Ils sont la 2e franchise dans l'histoire de la NBA à disputer 5 finales de suite, un exploit qui n'avait plus été réalisé depuis 53 ans. Golden State affrontera pour le titre à partir du 30 mai les Milwaukee Bucks ou les Toronto Raptors opposés en finale de la conférence Est. Milwaukee mène 2-1 avant le match numéro 4 qui aura lieu cette nuit à Toronto. C'est tout pour l'Espoir, on se retrouve demain. Allons en Virginie, ici aux États-Unis, pour vous parler de Lewis Flanders. Il a une passion pour l'Afrique. Thierry Kaoré a visité son atelier. Table, bibliothèque, planches à découper pour la cuisine et même des plateaux pour servir. Tous ces meubles et objets décoratifs ont un seul point commun, leur forme. D'où viennent-ils? Eh bien, allons dans l'est des États-Unis, à Norfolk, dans l'État de Virginie. C'est là que nous avons retrouvé l'artiste Lewis Flanders. Après avoir quitté la marine de guerre américaine en 2016, il décide de s'adonner uniquement à sa passion, l'Afrique. Entre ce continent et lui, c'est donc une histoire, une belle aventure dont naissent des créations uniques. Nous commençons par verser de la résine époxy dessus avec une couleur transparente argentée et avant qu'elle ne sèche, nous mettons des morceaux de verre dessus pour lui donner un effet différent et cela lui donne en quelque sorte un aspect naturel. J'étais connu pour mes petits objets en bois. Des gens m'ont alors demandé de créer quelque chose dans la forme de l'Afrique. Et j'ai pensé à pourvoir aux besoins de gens ne disposant de choses qui représentent leurs origines. Dans son atelier ici, c'est un travail minutieux qu'il fait, parfois avec beaucoup de calculs mathématiques, et vous allez comprendre pourquoi. L'objet à fabriquer devant avoir la forme de l'Afrique ou du pays choisi, l'artiste reproduit d'abord la carte géographique sur son ordinateur. Ensuite, le plan est envoyé dans cette machine qui permet de découper le bois à la forme exacte de la carte. Son meuble préféré, la bibliothèque. La bibliothèque est ma plus grande création. C'est ce pourquoi je suis connu. Elle a été créée pour représenter l'Afrique sous un angle différent de celui que le monde aime montrer. Des pièces qui ravissent de nombreux clients. Aujourd'hui, les œuvres de Lewis s'arrachent comme de petits pains sur place à Norfolk, mais aussi sur Internet, ce qui permet à cet artisan de vivre de son art. Fin de ce journal, merci d'avoir suivi.